Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, samedi 5 octobre 2024, nous sommes en direct et en public au Musée des Confluences pour 3 heures de programmation radiophonique consacrée à un petit être discret mais terrible, devenu depuis une dizaine d'années le compagnon regrettable de nos soirées estivales. Rien que d'y penser, je me gratte, une bête féroce, assoiffée de sang, qui porte bien son nom, le moustique tigre. 3 heures d'émission, donc, avec des chercheurs et des chercheuses, des spécialistes de la question, des agents territoriaux, des étudiants, des étudiantes et des profanes, simples victimes en quête de solutions, pour essayer de mieux comprendre d'abord le moustique tigre et pour envisager ensuite les pistes qui s'offrent à nous pour lutter. Lutter non pas contre son existence, nous le verrons, mais lutter plutôt contre sa prolifération. Et nous sommes très heureux d'être ici à Lyon, dans ce lieu important de la culture, des arts et des sciences qu'est le Musée des Confluences, pendant la fête de la science, d'autant plus qu'il y a en ce moment au Musée des Confluences une très belle exposition, bien qu'un peu inquiétante, qui fait tout à fait écho aux enjeux soulevés par la prolifération du moustique tigre sous nos latitudes. L'exposition Épidémie, prendre soin du vivant, visible jusqu'au 16 février 2025, que nous vous conseillons vivement de venir découvrir. Cette émission est réalisée en partenariat avec le laboratoire d'écologie microbienne et le laboratoire environnement, ville et société dans le cadre de la valorisation d'un projet de recherche important aussi, dont on attend avec hâte l'ensemble des résultats. Vous allez le comprendre. Ce projet de recherche s'appelle Serious et il est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Il est consacré à la lutte contre la prolifération du moustique tigre à travers le développement de nouveaux pièges, des pièges biologiques. Une perspective réjouissante, vous en conviendrez. Pour ouvrir les échanges, j'ai le plaisir de recevoir les 2 directrices scientifiques de ce projet de recherche, Claire Valiante-Moreau et Christina Ascan-Legoni. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes microbiologiste, enseignante-chercheuse au laboratoire d'écologie microbienne et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Christina, vous êtes géographe, enseignante-chercheuse au laboratoire environnement, ville et société et à l'université Lumière Lyon 2. Donc, dans le cadre du projet de recherche Serious, il y a une grande enquête par questionnaire qui a été réalisée l'année dernière, de octobre 2023 à février 2024, une enquête sur la métropole de Lyon pour essayer de comprendre la manière dont les habitants et les habitantes se représentent le moustique tigre et comment il et elle cohabitent avec lui ou contre lui. Les résultats de cette enquête viennent d'être publiés sous forme de petits flyers illustrés. Nous allons y revenir et ce sera l'objet de cette première interview. Mais avant cela, un peu de contexte. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet Serious et peut-être nous dire Serious, ce que ça veut dire? Peut-être vous, Claire Valiante-Moreau? Oui, merci beaucoup Lou pour cette invitation. Donc effectivement, ce projet, en fait, il est né d'une discussion collégiale entre différents partenaires, différents chercheurs qui s'intéressent à différentes disciplines, puisqu'on verra que le moustique tigre, c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, pour essayer de faire face à ce nuisible, à ce vecteur de maladie, c'est important de concilier aussi différentes disciplines pour l'étudier. Donc, c'est un partenariat entre des biologistes, des géographes, des virologues, mais aussi des chimistes. Voilà, des laboratoires qui sont tous sur la métropole lyonnaise. Donc, ce projet Serious, il émane en fait d'une volonté de notre part de fédérer des scientifiques autour d'une même problématique, le moustique tigre, et de comprendre en même temps dans une même étude à la fois le rôle de l'homme, donc des facteurs humains d'une part, mais aussi des activités humaines, puisque ce moustique, il a élu domicile dans les villes, dans des environnements fortement urbanisés, donc sous la contrainte des pollutions générées par l'homme. Donc ça nous paraissait intéressant de confronter l'impact de ces pollutions en termes d'activité humaine sur la biologie de l'insecte, mais aussi comment chacun de nous, puisque nous aussi on est partie prenante dans cette affaire, comment chacun de nous perçoit cet insecte,
connaît cet insecte, met en place des actions contre cet insecte. Et c'est vrai qu'on avait fait le constat que finalement, aucune étude n'avait réellement pris part à évaluer de façon aussi globale les connaissances, les pratiques, mais aussi les attitudes des habitants dans la ville vis-à-vis de ce moustique. Et donc c'est cette enquête dont on va parler. Donc, vous avez un peu déjà parlé des objectifs de l'enquête. Est-ce que Christina voulait compléter sur ce que vous cherchiez à savoir? Est-ce que vous aviez des hypothèses? Est-ce que vous aviez des vraies questions sans réponse? Comment et puis aussi, comment ces questions, elles s'articulaient avec l'autre volet du projet, qui est le volet biologique, à savoir la conception de nouveaux pièges? Oui, merci. Donc, effectivement, une des grandes questions, comme dit Claire, c'est que tout le monde doit participer à lutter contre ce moustique tigre et les habitants en font partie de ce groupe de personnes qui doivent véritablement être au cœur de la lutte. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer l'implication des habitants dans ce travail-là? On sait que beaucoup d'habitants font des choses, donc ce n'est pas inconnu, mais on ne connaît pas véritablement tout ce qu'ils font et comment et pourquoi. Donc, c'est beaucoup d'essayer de comprendre, alors faire un portrait de ces connaissances et ces comportements, mais aussi de comprendre, expliquer pourquoi on fait, pourquoi certains gens ne font pas, quels groupes de population ne font pas ou moins que d'autres, etc. Donc, c'est vraiment ces questions-là. Après, on avait un deuxième objectif, en fait, dans notre travail, dans l'enquête, c'était en même temps qu'on fait l'enquête, on voudrait sensibiliser, informer les populations via justement des documents d'information qui ont été transmis via différents canaux et notamment lors de la passation de l'enquête dans la rue. Et enfin, donc, tu demandais aussi quel était le lien avec le projet Sérieux de l'autre côté, donc les pièges. Alors, c'est vrai qu'on a aussi dans notre questionnaire posé la question aux personnes qui ont répondu s'ils s'étaient intéressés par participer à ce type de projet de recherche. Et on a eu un très, très beau retour en réalité, parce qu'il y a plus de 60% des personnes qui ont dit qu'ils voudraient participer. Et donc, ils seront pour un certain nombre contactés un peu plus en moyen terme. Oui, donc pour pouvoir être acteur du test en fait de ces pièges in situ, on y reviendra peut-être après parce que c'est une perspective qui arrive voilà, au terme de l'enquête. Alors, je crois qu'il y a à peu près 4000 personnes qui ont répondu à cette enquête. Ça fait du monde. Comment est-ce que vous y êtes prise? Comment ça se construit en fait une enquête de cette ampleur? Alors, oui, la construction de l'enquête a été faite de façon... En fait, on a travaillé en 2 temps parce qu'on avait envie d'interroger le plus grand nombre possible, puisqu'on sait que les situations sont extrêmement différentes sur le territoire. On a des quartiers qui sont très denses, d'autres moins denses, beaucoup d'espaces verts, peu d'espaces verts, des quartiers dans lesquels il y a eu déjà des problèmes, la présence de cas de maladies qui sont portés par le moustique, et donc par exemple la dengue, le Zika ou la chikungunya. Mais on avait envie donc connaître un peu l'ensemble de ce que pense tout le monde sur ce territoire. C'est difficile, évidemment, de faire des enquêtes sur le terrain auprès de tous les habitants, enfin, ou une grande partie des habitants et toutes les communes sur le territoire. Nous, on n'avait pas les moyens, malheureusement. Donc, on a composé l'enquête en 2 parties. Une partie où c'était des étudiants de la licence de géographie et aménagement de l'Université de Lyon 2 qui ont réalisé une enquête sur le terrain dans un certain nombre de quartiers qui avaient des caractéristiques différentes pour avoir une variété de population le plus grande possible, bien sûr, avec les limites que ça implique malgré tout, parce qu'on n'avait pas un temps indéfini imparti et pas les moyens, ni humains ou financiers. Mais du coup, les étudiants sont allés dans ces quartiers qui avaient des caractéristiques socio-économiques différentes, qui effectivement avaient des types de bâtis différentes, etc. Et pour compléter ces enquêtes, il y avait 800 à peu près questionnaires qui avaient été passés dans la ville, enfin dans l'ensemble de la métropole. Et puis, pour compléter ça, on a aussi demandé aux collectivités territoriales, notamment les communes, de mettre en ligne le questionnaire via leurs réseaux sociaux, via
via leur site et on a affiché un peu partout dans la métropole des affiches pour que les gens puissent se connecter via un QR code et répondre au questionnaire. Donc voilà comment ça s'est construit. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Vous les imaginez déjà en m'entendant, puisque la population, du coup, n'est pas parfaitement représentative. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants et d'habitantes. Est-ce que cet échantillon de 4000 personnes, il est représentatif de cette population et il nous donne une image juste des représentations des grands Lyonnais et des grands Lyonnaises sur le moustique tigre? Non, ce n'est pas possible. Dans la façon dont on a réalisé cette enquête et avec une recherche de nombre très important de personnes qui répondent, on n'a pas pu, évidemment, avoir une représentativité parfaite de la population. Elle est représentative sur un certain nombre de critères et pas du tout sur d'autres. Donc, par exemple, le premier problème qu'on peut souligner quand même, c'est le fait d'avoir mis l'enquête en ligne. Ça attire les gens qui sont gênés par le moustique tigre. Les autres vont pas nécessairement, ils sont pas intéressés, vont pas nécessairement se rendre pour répondre à une enquête en ligne du coup. Donc ça c'est le premier problème. Et après il y a d'autres surreprésentations. Par exemple, on constate, mais ça c'est le cas dans la plupart des enquêtes qui sont réalisées. Quel que soit le sujet, c'est qu'il y a une surreprésentation de femmes. Plus de femmes dans l'échantillon que de femmes proportionnellement sur la métropole. Et puis, il y a aussi une forte présence de personnes qui ont un bac +3 ou plus par rapport à ceux qu'on observe, enfin, la proportion qu'on observe donc sur la métropole. Merci. Donc, si on parle, donc effectivement, donc c'est des résultats à prendre avec précaution et pas forcément une montée en généralité et parler de la représentation qu'ont les habitants, mais on parle bien de ces 4000 personnes qui sont quand même un échantillon intéressant. Oui, on peut, pour ça, je voulais juste ajouter, effectivement, le Progrès qui a repris des résultats ont écrit que 86% de la population lyonnaise est gênée par le moustique tigre. C'est vrai que c'est des résultats qui sont apparus dans l'enquête, mais c'est les personnes qui ont répondu à l'enquête qui sont à 86% gênées. Probablement, on a une valeur un peu plus faible, peut-être pas si faible que ça, parce que quand on compare les données avec ce qu'on a fait sur le terrain, donc dans la rue, on a un peu moins, mais le problème reste extrêmement important. Et donc, si même les chiffres exacts ne peuvent pas être réutilisés directement, les résultats sont malgré tout à fait intéressants. Oui, les tendances. Justement, les résultats, vous en avez donné un. 86% des personnes enquêtées se déclarent gênées par le moustique tigre. Si vous deviez ne retenir qu'un seul résultat, lequel vous semble le plus important? Peut-être vous, Claire Valiente-Moreau. Alors, comme ça, là, spontanément, c'est celui que vous venez d'énoncer, cette gêne, en fait. On savait comme ça en amont, effectivement, que pour travailler depuis longtemps sur le moustique, en côtoyant au quotidien les habitants, parce qu'on fait beaucoup d'échantillonnage aussi sur le terrain dans notre équipe, on sait que c'est une problématique qui embête la population en règle générale. Mais vraiment, moi, je ne m'attendais pas qu'il y ait un pourcentage aussi fort. Donc, c'est vrai qu'en retour, on nous envoie quand même un message ici qui est assez fort, même si on tient compte, entre guillemets, des biais qu'on a pu établir sur la représentativité de cet échantillon. Ça reste quand même 4000 personnes, des personnes qui ont des historiques de vie assez différents. Et quoi qu'il en soit, tout ce monde-là partage cette même problématique liée à la gêne du moustique qui les empêche en fait vraiment de vivre leur quotidien pleinement. On sent vraiment que ça implique des changements dans leur quotidien, dans leur vie. Et ça nous questionne en tout cas réellement sur c'est quoi notre implication aussi derrière pour essayer que cette nuisance diminue. Voilà. Pour moi, c'est un résultat assez fort. Et c'est vrai que cette gêne, elle est partagée. Et en même temps,
c'est vrai que nous, en travaillant sur ce moustique, on l'étudie aussi en premier lieu parce qu'il est capable de transmettre des maladies. Donc pour nous, voilà, c'est ancré. Mais c'est vrai que si on s'en réfère aux résultats de l'enquête, finalement, les gens, au jour d'aujourd'hui, ça va être un souci, mais pas le premier, en fait, que potentiellement, ils puissent, ici, sur le territoire de la métropole de Lyon, un jour contracter une maladie transmise par l'intermédiaire de cet insecte. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est secondaire pour eux. Et j'allais dire peut-être tant mieux, qu'il n'y ait pas une psychose générale. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la nuisance, le fait de ne pas sortir, de ne pas profiter des extérieurs, voilà, d'être piqué, de se gratter, qui est vraiment la problématique première. Oui, donc une gêne partagée et massive. Vous, Christina, est-ce qu'il y a un résultat qui vous a surprise ? Surprise, oui, peut-être. Pardon, un petit peu. Un résultat, pour continuer à parler non, enfin, pour reprendre la question de ce que les gens font, effectivement, quand on regarde, ils se protègent beaucoup, comme disait Claire tout à l'heure. Ils se protègent de façon individuelle contre le moustique tigre et c'est plutôt efficace parce que du coup, ils ne sortent pas, etc. Mais par contre, ils mettent aussi en place des mesures de prévention massivement parce qu'on a parmi les enquêtés, il y a 86% qui disent qu'ils vont vider les récipients avec de l'eau qui sont potentiellement des lieux où le moustique tigre peut se développer. Mais tout en disant ça, ils pensent, donc 86% le font, et 20% parmi ces 86% disent que c'est efficace. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Et ça, c'est peut-être pas surprenant parce que nous, on sait qu'effectivement, il ne suffit pas de faire des choses tout seul dans son coin. En revanche, un résultat qui était intéressant et surprenant peut-être un peu plus, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup parmi ceux qui ont répondu qui vont regarder autour d'eux, discuter avec les voisins. On a moins de 50% qui font ça. Et par contre, ceux qui le font, ils trouvent que c'est très efficace. Donc ça, c'était, alors étonnant peut-être pas, mais très encourageant comme résultat, je dirais. De voir que, en fait, dès qu'il y a des stratégies collectives, on peut dire à une échelle au moins du quartier, le sentiment des personnes, c'est que ces stratégies-là, elles fonctionnent, c'est ça ? C'est ça. Et donc ça vient conforter quelque chose de très important quand on essaie de lutter contre le moustique tigre, c'est cette échelle de l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti de votre enquête. Oui, alors effectivement, c'est un peu le message qu'on cherche à véhiculer au travers des résultats de cette enquête, effectivement, sur cette démarche d'action collective, parce qu'effectivement, à l'échelle individuelle, bien sûr, il faut agir. Chacun est responsable, en fait, de ses actions, mais seul, en fait, on ne pourra pas... ça ne sera pas suffisant en fait en termes d'efficacité de ce qu'on va pouvoir finalement, les bénéfices qu'on va pouvoir retirer de ça. Et ça, c'est lié donc à la biologie de l'insecte, puisque cet insecte, il peut avoir un périmètre d'activité, de vol, à environ 200-300 mètres autour de l'endroit où les premiers moustiques prennent naissance, donc ce qu'on appelle les gîtes larvaires, là où les œufs éclosent et on a les larves qui vont donner les fameux adultes qui posent problème. Donc finalement, ça veut dire qu'il y a ce périmètre et si on a beau appliquer tous les bons gestes de prévention pour vider, supprimer, vérifier en fait que son jardin ne dispose pas de ces récipients problématiques. Mais si les voisins d'à côté ne le font pas, finalement, on va toujours être embêté au quotidien. Donc, le fait de discuter, d'identifier aussi les sources potentielles de ces fameux gîtes larvaires, parce qu'ils sont pas forcément toujours évidents à identifier. Et cette prise de conscience collective, elle est extrêmement importante à l'échelle de l'habitat collectif, mais c'est pas que les habitants, c'est aussi les acteurs de la ville, de la voirie, qui vont aussi jouer un rôle majeur dans les actions à mener. Alors moi, il y a un résultat qui m'a amusée, sinon étonnée.
c'est le rapprochement de deux chiffres. Alors, d'un côté, on a presque 90% des personnes interrogées qui déclarent avoir déjà vu un moustique tigre. Bon, ça m'a pas étonnée. Hein. On en parle tous, on n'arrête pas de se plaindre. Et pourtant, un autre chiffre, seulement 17% des personnes interrogées sont en réalité capables de le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on le confond? Est-ce qu'on le fantasme? Est-ce que finalement, il n'y en a pas tant que ça? Claire, Christina? Alors, je veux bien répondre. Donc, effectivement, beaucoup de personnes, en fait, on entend parler beaucoup du moustique tigre hein, maintenant, partout en France. Hein, presque plus aucune ville n'est épargnée. Et c'est vrai qu'on a tendance, des fois, à penser que le moustique est partout et que c'est forcément lui. Alors, selon l'activité de la journée ou la période à laquelle on se trouve, effectivement, on peut exclure des fois que ce ne soit pas le moustique, mais d'autres moustiques, par exemple celui qu'on connaît bien la nuit, qui vient tourner autour de nos oreilles. Donc ça, c'est pas du tout le moustique tigre, c'est un moustique qui appartient à une autre famille. Et le moustique tigre, on lui associe souvent le fait d'être rayé, d'avoir des pattes rayées. Alors, c'est une caractéristique, mais d'autres moustiques aussi ont des pattes rayées. Donc, à tort, des fois, quand on le voit passer, on voit ses pattes rayées et on dit oui, c'est lui. Et il y a d'autres moustiques du genre Aedes qui partagent aussi des écosystèmes avec le moustique, mais qui ne sont pas aussi problématiques. Et la seule caractéristique aujourd'hui qui permet finalement de définir et d'être sûr que c'est le moustique, c'est ce fameux liseré blanc sur l'abdomen du moustique. Donc c'est très difficile à le voir hein, finalement. Mais il y a des habitudes aussi dans le cycle de vie de cet insecte qui sont aussi facilement associées pour le reconnaître. Donc vous en avez parlé un peu. Vous avez parlé d'une forme de méconnaissance. Donc là, on vient de voir, il y a une méconnaissance dans la capacité à identifier vraiment qu'est-ce qui est un moustique tigre et qu'est-ce qui n'est pas un moustique tigre. Et puis, il y a une autre méconnaissance qui ressort, c'est celle du risque sanitaire. Vous l'avez dit, hein, ce qui est le plus important, c'est le sentiment de gêne, la nuisance, mais la dimension santé et risque pour la santé, elle est peu connue par les habitants. Globalement, ce résultat et peut-être les autres, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle quand on s'intéresse à la lutte contre le moustique? C'est difficile à dire. Je pense que le fait que ça soit une espèce très, très gênante est suffisant pour que les gens aient envie de lutter. Je ne pense pas qu'on ait besoin de savoir qu'il y a un risque qui, pour l'instant, est petit, hein, très petit. Et ici, on a eu deux cas seulement de dengue autochtone, donc dengue qui a été transmise directement par un moustique tigre sur le territoire. Donc, ça ne fait pas un grand risque. Et on n'a pas besoin, je pense, pour l'instant, de le savoir pour vouloir lutter. Donc, mais par contre, je reviens sur ces connaissances. Il y a une autre connaissance qui nous a étonnés, c'est le fait qu'effectivement, peu de personnes savent quel est réellement le rayon de vie d'un moustique tigre. Et ça peut avoir une implication quand même dans la façon dont on va mettre en œuvre des pratiques. Pourquoi faire des choses si on pense que le moustique tigre peut venir de 500 mètres, de 1 km, de 10 km? Du coup, ça ne sert à rien, en fait, de faire quelque chose chez soi parce qu'il vient d'ailleurs. Donc ça, c'est une information, il nous semble qu'il est très important de transmettre cette information. Oui, et globalement, l'enquête, elle révèle ça aussi. Hein, c'est l'importance de l'information pour la mise en place d'une lutte efficace contre la prolifération des moustiques tigres. Et justement, vous, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour l'action? Comment ça pourrait se traduire? Alors, si je peux commencer, c'est vrai que là, donc on a un échantillon, en tout cas de 4000 personnes. On peut avoir associé à chaque répondant les quartiers dans lesquels ils vivent, s'ils sont en habitation collective, pavillonnaire, etc. Donc, aussi le niveau d'études,
Tout ça, en fait, on va pouvoir peut-être avoir des sous-échantillons de personnes sur lesquelles on va pouvoir agir plus spécifiquement en ciblant en fait les tendances qu'on a pu mettre en évidence en termes d'action, d'inaction. Quand il y a des actions, qu'est-ce qu'on présume sur le fait qu'elles soient peut-être mal entreprises, ou est-ce que dans certains quartiers, on a une surreprésentation des personnes qui se disent mal informées, mésinformées, et comment on peut agir effectivement, nous, pour donner de l'information, une bonne information à ces différents type de personnes, j'allais dire. Et on a, grâce à ce travail, en fait, une source d'information qui va pouvoir nous aider justement à un peu spécifiquement cibler des groupes de population. Là, on parle des habitants, mais après, il faut mettre aussi à disposition ces données aux collectivités, aux mairies, qui sont en retour aussi très, très demandeuses. On interagit beaucoup pour ils demandent des conseils justement sur la manière de faire, comment continuer à entre guillemets, propager la bonne parole vis-à-vis des actions à mener pour cet insecte. Mais voilà, les habitants, c'est une chose, mais il faut pouvoir, et c'est ce qu'on aura l'occasion de discuter à la fin aussi de cette émission, articuler nos actions, nos connaissances entre différents acteurs, voilà, que ce soit les acteurs de terrain, les collectivités, les scientifiques, et pouvoir avoir en tout cas une vision assez partagée et commune des actions à mener. Donc, si je résume, donc un ciblage de l'information, une information plus en réseau aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et est-ce qu'il y a une autre caractéristique de cette bonne information qui pourrait aider à passer à l'action, peut-être Christina ? Je ne sais pas, mais effectivement, il y a des groupes à cibler, ça c'est clair. On a vu, par exemple, que parmi les groupes qui mettent en œuvre des pratiques qui sont moins bonnes, ou qui ne sont pas celles qu'il faudrait faire, qui sont adaptées pour lutter contre le moustique, il y a notamment les jeunes. Ceux qui ont moins de 35 ans, ils sont beaucoup moins efficaces dans leur choix d'action, de mise en place d'action. Donc ça, par exemple, il faut les cibler. Par ailleurs, on a voulu compléter l'enquête par un travail d'inventaire des actions qui ont été mises en place sur le territoire. Et actions, on inclut notamment toutes les campagnes de communication, même des mises en ligne d'informations par les mairies et tout ça. Et on voudrait le mettre en relation avec le sentiment d'information qu'ont les habitants dans ces différentes communes. Donc ça va être un résultat qui va être exploité un peu plus tard, mais que nous espérons va nous aider un peu plus. Et bien justement, je propose qu'on finisse là-dessus, sur cette question des perspectives, parce que vous l'avez évoqué au début de l'interview, sur le fait que cette enquête, ce n'est que le début de l'aventure pour la participation citoyenne au projet Serious. Alors là, vous avez l'antenne et aussi l'audience. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute à peine ce qui va se passer pour la suite et faire un appel à la participation peut-être ? Alors très rapidement, donc là au laboratoire, on a des travaux qui sont actuellement menés notamment par une doctorante, Axel, qui aura l'occasion de vous en parler un peu plus tard, où on essaye de cartographier, de définir les facteurs physico-chimiques, microbiens dans lesquels ces moustiques évoluent dans l'habitat urbain et notamment dans l'eau dans lesquelles les larves se développent, pour essayer finalement de s'approprier ces connaissances qui viennent du terrain, qui sont réelles, et au laboratoire, recréer artificiellement ces gîtes larvaires, identifier quels sont les facteurs qui vont jouer un rôle important dans l'attractivité des femelles pour aller chercher un gîte ou pondre, puisqu'elles ne vont pas forcément pondre n'importe où. Donc, on veut essayer d'identifier ces facteurs,
pour pouvoir proposer des pièges qui soient un peu plus attractifs que les pièges existants et impliquer les habitants justement pour aller in situ, chez eux, tester ces pièges qui reposent sur des choses du vivant, qui sont déjà présentes dans l'environnement et voir donc si on obtient des résultats qui vont confirmer nos résultats en laboratoire. Mais ça va se faire, il faut encore un certain temps quand même pour arriver à cette étape. Et on est en recherche justement, en plus de toutes les personnes qui nous ont déjà écrit, on a eu beaucoup de réponses, mais effectivement, s'il y a d'autres volontaires, on les accueille avec plaisir. Eh bien, je m'inscris. Merci beaucoup, Christina Ascan-Legoni. Merci, Claire Valiante-Moreau. Le Moustique Tigre, ça continue sur Radio Anthropocène. Après une toute petite pause musicale, le temps de changer le plateau, où on va recevoir Axel Gentil, justement, et Simon Malassigné, deux doctorantes qui travaillent sur le Moustique Tigre. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.